tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Fournier qui va nous parler d'une de ses spécialités, donc avec un titre de conférence amusant et le fromage, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Donc Céline, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je suis Céline Fournier, double casquette, professionnelle de santé de métier, passionnée de fromage et anciennement professionnelle de commerce en tant que fromager, affineur, vendeur, détaillant dans ma première vie. Voilà, j'ai une culture gastronomique et alimentaire qui a été posée par mes parents, qui étaient charcutiers traiteurs. Donc, le bien manger, le bien consommer fait partie de mon ADN. Et j'ai eu plaisir à enrichir tout cela par mon expérience de fromagère que j'ai développée, puisque je l'ai commencé complètement de manière autodidacte avec mon ancien compagnon. Donc, on s'est formé sur le terrain, puisqu'à cette période-là, nous étions très peu de fromagers détaillants. D'ailleurs, on nous a pris pour des illuminés quand on a dit qu'on voulait ouvrir une fromagerie. Donc voilà, pour vous poser un petit peu le tableau. Comme disait Agnès, n'hésitez pas à m'interrompre. Le but du jeu, c'est que ça soit vraiment interactif et qu'on puisse s'enrichir aussi mutuellement. Et puis, j'aurai plaisir à vous partager aussi quelques anecdotes du beau métier que j'ai exercé pendant presque 8 ans. Voilà. Merci Céline. Tu peux partager Alors, ton écran. Voilà. c'est parti. Est-ce qu'on est OK? Impeccable, super. Bon. Donc, on y va. L'histoire de fromage. Oups. Donc, dans un premier temps, on va aborder à travers le temps tout ce qui est les premiers fromages, comment ils ont été fabriqués, leur évolution de l'âge néolithique jusqu'à nos jours. En faire tout un fromage, on va reprendre le process de fabrication, les différentes étapes. On va aussi, je vais essayer de détailler un peu les spécificités de chaque fromage liées à toutes ces étapes de fabrication. Table de France, et d'ailleurs, je vous ai fait un rapide tour d'horizon du nombre de fromages que nous avons en France et un petit peu dans le monde. Les finances, un volet à aborder au niveau national et international pour avoir une idée du marché financier que le monde laitier peut représenter. Nos VIP, donc sans ces personnes-là, je n'aurais pas évolué dans ce beau métier de fromager détaillant. Nous sommes une toute petite communauté avec des passionnés et donc il y a énormément de transmissions réalisées par les gens qui sont quand même assez assidus, posés dans leur métier. Donc voilà, c'est un enrichissement important. Donc je ne pouvais pas ne pas vous citer nos meilleurs ouvriers de France et champions mondiaux des fromages. Le plateau idéal, on va essayer d'aborder rapidement ce qu'il faut mettre dedans pour être plutôt bien, les bonnes pratiques pour le servir, pour le déguster. Et puis, j'ai un temps d'échange prévu en fin de conférence où on pourra aborder peut-être des choses un peu plus pointues si vous le souhaitez. Mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre pendant le déroulé. Donc, à travers le temps, donc Éric Birlouet, qui est ingénieur en agronomie, sociologue, a fait beaucoup de recherches, beaucoup de publications sur le domaine alimentaire, et donc spécifiquement aussi sur le fromage. Il précise que le fromage est récent dans l'histoire de l'humanité, puisque avant de faire du fromage, ça passait par l'étape de domestiquer les espèces mammifères. Donc, au Néolithique, au Proche-Orient, on a retrouvé beaucoup de traces de réalisation de fromage par le biais de poterie ou par le biais de transformation de résidus de caillé, donc qui posaient pour le coup voilà, les essais et les balbutiements fromagers.
Donc, après avoir domestiqué les vaches, les chèvres et les brebis, euh, l'homme a décidé de transporter ce lait ben, pour pouvoir se nourrir, s'alimenter avec. Et donc, il fallait trouver un moyen de transporter. Plusieurs choses ont certainement été essayées. Ce qu'il ressort des recherches archéologiques, ce sont les outres qui reviennent régulièrement. Donc, ce sont des sacs qui ont été constitués avec les estomacs de jeunes ruminants. De ce fait, lorsque le lait est rentré en contact avec ces sacs, il y avait encore des sucs digestifs résiduels et ça a caillé le lait. Donc, la toute première étape, c'était celle-ci. Et après, les choses ont évolué très rapidement. Les techniques de fabrication et de conservation, ben, elles ont été propres à chaque pays. On a retrouvé des traces de poteries complètement différentes en Afrique qu'en Suède. Donc, il y avait déjà une adaptation de la manière de faire en fonction du pays et des conditions climatiques. Euh, sur la manière de réaliser le fromage, ben, les bergers, une fois les brebis domestiquées, découvrir que le lait égoutté, séché, écaillé devenait un aliment facile à transporter et qui permettait de se nourrir pendant les périodes de disette et surtout sur la tranche hivernale. Donc, la séparation du lait fermenté avec donc le fromage et le petit lait présentait de nombreux avantages. Concernant la domestication des bovins, ça s'est fait beaucoup plus tard. On a retrouvé des traces, mais bien après les chèvres et les brebis. Donc pendant l'Antiquité, on a retrouvé aussi pas mal d'écrits concernant la fabrication des fromages. De toute façon, tout au long des différentes périodes, on a quand même beaucoup d'écrits, hein. Euh, on retrouve aussi pas mal de mosaïques ou de peintures retraçant justement la production de fromage. Et il y en a une magnifique qui est exposée à Londres. Si vous avez occasion d'aller y jeter un coup d'œil, moi je suis restée un bon moment. Donc le procédé s'est ensuite beaucoup répandu autour du bassin méditerranéen. Les Romains ont contribué fortement à la propagation des procédés de fabrication de fromage en Europe et en Angleterre. Il faut savoir que le fromage faisait partie intégrante de la ration quotidienne des légions de César, notamment le fameux parmesan et le pecorino, qui sont des fromages à pâte dure et qui, pour le coup, se conservent des années et des années sans souci. Donc voilà, on dit aussi que César était un gros consommateur de fromage, notamment de bleu. Voilà. Concernant la population classique romaine, c'est plutôt des consommations de fromage cru qui étaient facilement réalisables pour le coup, donc facilement mobilisables dans l'alimentation. Ou alors, par contre, des fromages qui sont cuits avec de l'huile d'olive et du vin blanc doux. L'impressionnant réseau de communication des voix romaines influença la communication des langues. Le mot fromage, caesus, qui signifie en latin fromage, a donné naissance à beaucoup de noms de fromage à travers le monde. Cacio en italien, caseux en allemand, cheese en anglais. L'étymologie est fort présente et ça, on doit au latin. Dans la Grèce antique, on a retrouvé aussi beaucoup de témoignages écrits et puis toujours sur de la vaisselle et des techniques de production qui ont été retranscrites. Donc pour les Grecs, sur cette période de l'Antiquité, les repas du soir étaient essentiellement composés de lait caillé et de fromage. Et les techniques utilisées pour réaliser ces mets sont vraiment très très proches de ce qu'on peut encore utiliser aujourd'hui. On avait des gâteaux de fromage aussi qui sont souvent cités dans les écrits
et souvent accompagné avec des fruits secs, des fruits frais et du miel, ce qui est aussi encore d'actualité. Donc, dans les écrits grecs, on a quand même pas mal de traces par Homère dans l'Odyssée. Voilà, où on a toute une partie où on parle du cyclope Polyphème et des forges du Vulcain, qui sont attribuées actuellement à des cavernes souterraines à proximité du Vésuve, qui sont encore visitables puisqu'on a encore une technique d'affinage du côté de Naples sur ces grottes de roches volcaniques. Voilà, il y a beaucoup d'écrits qui retracent aussi les habitudes gastronomiques et culinaires avec le fromage. On rappelait déjà le fromage. Donc en Europe, où le climat était complètement différent de la partie du bassin méditerranéen, de l'Italie, de la Grèce et de tous les autres pays. Comme le climat était beaucoup plus froid, les fromages nécessitaient moins de sel pour être conservés. Et donc, on a eu la chance de voir apparaître donc, dans cet environnement propice un développement de bactéries et de moisissures qui ont donc donné des goûts et des textures différentes et particulières au fromage qu'on pouvait avoir donc en Europe. C'est vrai que sur le bassin sud méditerranéen et sur la partie beaucoup plus chaude, on a l'habitude de consommer des faisselles, des fromages frais améliorés. Et, donc voilà, très, très peu de pâtes pressées au balbutiement de la fabrication de fromage. À la chute de l'Empire romain, les invasions par les pilleurs germains, mongols et sarrasins provoquèrent la disparition de nombreuses recettes de fromage. Certaines méthodes fromage ont pu être préservées dans des vallées reculées. Donc, on a encore des témoignages écrits aussi sur certaines archives euh, de fabrication et de méthodes de fabrication. Au Moyen Âge, les peuples envahis délaissaient les villes et se réfugiaient dans la campagne, où les laitages et les fromages constituaient une grande part de leur alimentation. C'est bien simple, on préférait tirer parti de la vache qu'on élevait plutôt que de la tuer pour consommer sa viande. La viande n'était pas forcément un mets très répandu quotidiennement et réservé sur tout ce qui était buffet un peu festif où voilà, on faisait des choses un peu plus évoluées. Hein. C'est vrai qu'au niveau du Moyen Âge, on a vu une perte d'évolution de la fabrication des fromages et de leur diversification, parce qu'il y avait d'autres préoccupations plutôt que le ravitaillement en lait ou de faire venir d'autres produits euh, de l'extérieur du territoire. Donc, il a fallu attendre d'arriver sur la deuxième moitié du 8e siècle pour que l'Empire carolingien, avec l'arrivée de son nouvel empereur, nous apporte de nouveau une consommation, une production de fromage un peu plus effective, poussée. Hein. Pendant toutes ces périodes où les fromages ont pu être laissés de côté ou alors ont vraiment été traités au minimum légal de ce qu'ils étaient, les monastères, eux, conservaient toutes les connaissances sur la fabrication, sur les techniques d'affinage et continuaient à enrichir les recherches qu'ils pouvaient faire justement sur toutes ces process. Donc, ce qu'on a actuellement en fromage, on le doit vraiment en grosse partie aux moines, aux bénédictins. Voilà. Donc les croisés ont permis aussi d'enrichir les connaissances, savoir qu'au Moyen-Orient, il y a quand même beaucoup de techniques de conservation des produits laitiers qui ont aussi continué à évoluer. Donc les croisés ont permis de remonter pas mal de manières différentes de procéder. Et donc on s'est enrichi aussi sur notre territoire de tous ces secrets de fabrication. Il
faut savoir qu'il y avait une règle, la règle de Saint-Benoît, qui autorisait à l'époque la consommation de fromage, et ce qui a permis aux moines de s'enrichir et de pouvoir faire vivre leur monastère de la bonne manière, puisqu'ils avaient autorisation donc de fabriquer et de vendre sur les marchés locaux, et aussi à cette période-là à l'export, donc les fromages qui étaient réalisés. On a encore actuellement euh, des productions de fromage réalisées par les moines ou par des sœurs en France. On y est très attachés. Donc, il faut savoir qu'en parallèle à ce développement par tout ce qui est moine et sœurs pour les fromages fermiers commençaient à émerger au niveau de la population française aux alentours du 8e siècle. Les femmes à la campagne cherchaient d'autres sources de revenus que ce qu'elles pouvaient avoir. Et étant donné que l'élevage bovin et caprin s'était énormément développé, ça leur a permis aussi de tirer un maximum de bénéfices des productions de lait qui étaient présentes. Savoir que dans chaque corps de ferme, on avait sa propre recette de fromage, donc il y en avait une quantité phénoménale. Voilà, tout ce qui est fromage actuel à la grande forme, donc le comté, les mentales, les gruyères, enfin les grosses meules, hein, ça reste, ils sont nés en fin de compte d'une collaboration et d'une mise en commun des ressources de chaque village, souvent des villages alpins, ce qui donc a formé ce qu'on appelle encore actuellement les fruitières, ce qu'on connaît tous quand on va au sport d'hiver, hein, d'aller chercher au magasin local les fromages. Et ben voilà, elles viennent de fruitières, et l'origine est liée au XIIIe siècle. Pendant la Renaissance, on a eu aussi une période, une première période d'accalmie, et puis après les choses se sont de nouveau développées. L'Europe est prospère, donc on a par contre beaucoup diversifié les fromages, essentiellement dans les centres urbains. On a beaucoup de traités qui nous font remonter des conseils de fabrication, notamment celui de Charles Estienne. Voilà, il parle de comment on peut faire un fromage frais, de comment choisir son lait, c'est-à-dire que plus il est gras, plus ça sera savoureux, plus le lait est épais, plus on aura des pâtes qui vont être serrées. Il traite déjà de chaque spécificité dans son livre L'agriculture et les maisons rustiques. Voilà. Les fromages frais, les caillebottes, les jonchés, Rabelais nous en a parlé régulièrement, sont des traditions d'Anjou, du Maine et de la Bretagne. On arrive déjà à classer les fromages de Brie et ceux d'Auvergne. Alors ça, ce sont des choses qui étaient fortement appréciées à la Renaissance. Et de l'autre côté de la Manche, on développait déjà tout ce qui est Stilton et cottage cheese. Donc, le Stilton, c'est un fromage un peu à pâte friable, voilà, qui se consomme à toutes les sauces en Grande-Bretagne. Donc, on a, comme je vous disais, beaucoup d'ouvrages à travers l'histoire hein, qui retracent l'évolution des fromages. L'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, édité en 1751 sous la direction de Diderot et d'Alembert, décrit longuement les fromages de l'époque. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des fromagers affineurs qui remettent le nez dans cet écrit et qui essayent de se rapprocher le plus possible des recettes qui sont abordées pour voilà, essayer de retrouver une saveur, une texture qu'on pouvait avoir autrefois, hein. Au début du XVIIe siècle, Olivier de Serres raconte que les premiers fromages venaient d'Auvergne,
connu dans tous les lieux de France, d'une mer jusqu'à l'autre, puis les brie. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment deux spécificités sur cette période-là. Les pâtes fleuries, il y en avait énormément. C'était euh, énormément développé, énormément acheté, énormément consommé, stocké. Donc, les techniques d'affinage des pâtes fleuries, elles ont pris naissance sur cette période-là. Et puis, tout ce qui est fromage d'Auvergne qui était transportable de par leur consistance et leur texture. Il faut savoir qu'en France, les tout premiers fromages que nous avons importés étaient ceux de Suisse, puis d'Italie, de Turquie et d'Hollande. Ce qui est encore le cas d'ailleurs. Actuellement, on importe beaucoup de ces pays-là. C'est approximativement en 1635 que les premiers colons arrivés en Amérique, et plus précisément sur l'île d'Orléans, utilisèrent les maigres surplus de lait pour réaliser les premiers fromages. Ainsi naissait le tout premier fromage américain, le paillasson de l'île d'Orléans, que l'on déguste rôti à la poêle. Donc au XVIIIe siècle, le fromage, c'est encore un aliment de substitution à la viande à cause de son prix. C'est vrai que c'était quelque chose qui était pas cher à fabriquer, donc ça, c'était facile à consommer et on privilégiait énormément, hein. Euh, oui. Oui, L'île d'Orléans, c'est très près de la ville de Québec. Donc, c'était plutôt en Nouvelle-France. d'accord, merci pour le... Oui. Oui, alors moi j'ai été passionnée par cette histoire de colons justement arrivés sur l'Amérique et notamment sur l'Amérique du Nord. Euh, on sait que vous avez quand même une culture gastronomique qui est posée et des fromages qui tiennent la route, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Amérique. Donc voilà, moi j'ai toujours plaisir à découvrir ce que vous pouvez nous apporter au niveau fromage. Donc, j'attendrai d'échanger justement vraiment sur ça. Oui, je m'y connais pas tant que ça, mais on pourra en parler. Oui. Super. Donc, il a fallu attendre l'Empire pour que le fromage se pose dans les cuisines, se pose officiellement sur les tables, qu'il soit associé à la gastronomie. Et beaucoup de grands cuisiniers classiques lui ont permis d'être là où il en est aujourd'hui sur notre table. En 1857, l'histoire du fromage va prendre un grand tournant. Monsieur Pasteur découvre les micro-organismes qui provoquent une fermentation de certains aliments, notamment le lait. Il découvre aussi que les bactéries peuvent être détruites sous l'influence de la chaleur. En 1863, on a les balbutiements de la pasteurisation qui arrivent avec des essais sur le vin. Le but du jeu, c'était de savoir si ça allait altérer le goût et la texture, ce qui n'était pas le cas. Au XIXe siècle, on sera vraiment sur une révolution du monde fromager. Il y a une prise d'essor, une diversification. C'est lié aussi au développement de l'industrie fromagère. Alors, cette industrie fromagère, elle est encore fortement ancrée actuellement mondialement. Celle-ci, elle va progresser rapidement avec la collecte de lait. Ça s'organise pour du coup rentrer sur des coopératives laitières, des grosses laiteries, pour fabriquer le plus de fromage possible. Entre 1900 et 1925, les fromageries industrielles s'ouvrent en France, dans la Meuse, dans l'Est. On y fabrique aussi les premiers ferments de culture. Et le Roquefort est le premier fromage à bénéficier d'une appellation contrôlée. Il faut savoir qu'on a été un petit peu en retard, nous, sur cette progression industrielle. En Amérique, et notamment en Amérique du Nord, les coopératives laitières se sont très, très rapidement mises en place et l'industrie a été installée beaucoup plus rapidement.
Donc aujourd'hui, la France produit la part la plus élevée de la production mondiale. Alors, on la tient, mais on se fait rattraper. Donc voilà. Les autres grands producteurs sont les États-Unis, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'il y a un réel engouement depuis à peu près 20 ans sur le fromage, sur la manière dont on consomme. Et c'est vrai que alors, on a quand même un territoire fromager bien établi, mais faut pas s'endormir. En faire tout un fromage, on va aborder les différentes étapes de la fabrication. Alors, j'ai voulu que ça soit assez léger, que vous puissiez aussi intervenir si vous avez des questions, puisqu'il y a beaucoup de spécificités lors de la fabrication. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, il faut énormément, de lait pour fabriquer, un beau fromage tel que le comté que vous pouvez avoir à l'écran. Il faut, 700 litres, pour les petites tomes, de Salaire ou de Cantal et on peut monter à 1 200 litres, pour le comté. Voilà, donc Oui. ça fait un gros volume. Quelle taille aurait cette meule, Ou alors, de mémoire, sur l'écartement des à peu bras, près, là? Mhm. on arrive à 1 m 40 à peu près, OK. 80 kilos, 90 kilos, ça dépend. OK. OK, c'est bon. Merci pour avoir une sorte d'idée. Parce que la photo, il n'y a pas d'humain à côté pour. Ah oui, Oui, non, donc. c'est vrai. OK. Merci pour la remarque, j'en prends note. OK. Voilà, donc les process d'affinage justement sur ces gros meules-là, elles ont été de plus en plus automatisées parce qu'il faut les retourner régulièrement et pour en avoir moi manipulé quotidiennement, ça a un certain poids, vraiment. Congé d'haltérophilie. Complètement. Après, on les fait rouler aussi, c'est pratique. Mais pour les mettre en chambre de stockage, oui, c'était pas du gâteau. Donc les étapes de fabrication, alors elles sont identiques. Que vous fassiez, un brie ou du comté ou du gouda, de la mimolette ou du maroilles, on est exactement sur les mêmes étapes. Donc on commence par un caillage. Le caillage, il est réalisé avec, différentes méthodes. La présure, animale, 90. Il faut savoir que quand on a un fromage qui a une, appellation d'origine protégée ou contrôlée ou une IGP, hein, une situation géographique, protégée aussi, l'obligation c'est d'utiliser, une présure animale, hein. Mais on peut aussi avoir des ferments, lactiques microbiens. Ça intervient dans la fabrication, de certains, fromages et notamment les fromages qui peuvent être, assimilés et digérés par les, personnes qui sont, plus ou moins intolérantes ou, qui sont sensibles au lactose, hein. Le moulage, donc le moulage, c'est ce qui va vous donner, la forme, du fromage. On a actuellement donc, beaucoup de moules réalisés, en matière plastique. Il faut savoir qu'il y a une période, c'était de la poterie, c'était du bois, donc ça donnait, aussi une saveur, au fromage, lorsqu'on passait, sur la 2e étape de salage et d'affinage. L'égouttage, à minima 24 heures. C'est ce qui va permettre, de séparer, le caillé du petit lait. Plus vous laissez égoutter, plus vous allez avoir un fromage qui va être, «serré» entre guillemets. Et on peut aussi venir compléter cet égouttage par, une intervention de pressage. Donc souvent on dit, les pâtes pressées. Bon bah voilà, c'est parce que la pâte elle a été égouttée, puis mis en presse pour faire sortir un maximum d'eau. Moins on a d'eau, plus le fromage va se consommer. On le voit dans le parmesan, c'est un fromage qui est vraiment, très pauvre en eau. C'est parce qu'il a longtemps été, séché. Donc et il se conserve, vous pouvez conserver, moi j'ai acheté du parmesan 5 6 ans en meule, voilà donc plus c'est serré, mieux c'est, pour ces pâtes-là. On vient saler après, cet égouttage, donc on a le démoulage. Alors là, il faut une certaine technique, surtout sur le fromage de chèvre. C'est très friable, donc les premiers en général que vous retournez, c'est une catastrophe. Voilà. Après on prend le tour de main, c'est-à-dire qu'il faut pas être trop lourd, pas trop léger, voilà, faut vraiment attraper, la main.
On vient saler, donc le salage a lieu pour plusieurs raisons. Ça rentre dans l'affinage, ça rentre dans la conservation du fromage, excusez la faute. Ça inhibe aussi la flore microbienne tous les jours selon les fromages. Donc vous avez plusieurs manières de saler le fromage. Donc le fromage de chèvre, c'est ce qu'on appelle un essuyage sec. C'est-à-dire qu'on a souvent un gros sel qu'on peut aromatiser. On remplit sa main et on vient frotter d'un côté et d'un autre le fromage pour l'aider à s'assécher. Mais vous avez aussi d'autres techniques, notamment pour le comté, où on utilise une saumure. Donc on vient diluer un certain grammage dans de l'eau et on vient brosser, donc avec une brosse plus ou moins dure, le fromage de chaque côté. Ça va lui permettre aussi de rentrer en affinage. Et vous avez des spécificités, notamment, je pense, au Saint-Nectaire, où alors là, il y a une particularité microbienne qui est présente lors de la technique d'affinage et de salage, ce qui fait que votre croûte de Saint-Nectaire, c'est l'une des seules qu'on ne doit pas manger. Donc, voilà, sinon, au niveau des intestins, c'est un peu compliqué. L'affinage. L'affinage est propre à chaque région, à chaque fromage. Sur un même fromage, vous allez avoir différentes techniques d'affinage. Elles sont dépendantes de beaucoup de facteurs, que ça soit le temps, la cave, mais bon, ça, on va l'aborder après. Donc, je vous ai repris les étapes de la préparation du lait. On peut avoir un lait cru. Alors, on dit lait cru, mais des fois, on chauffe. Alors, l'obligation pour répondre à l'appellation lait cru, c'est une chauffe inférieure à 40 degrés. Le lait thermisé, qui lui est chauffé entre 57 degrés et 68 degrés Celsius, et le lait pasteurisé, qui lui est chauffé à 60 et à 70 degrés. Il faut savoir que vous avez 3 types de lait. Ces 3 types de lait vont vous donner des fromages complètement différents. Le lait cru aura tendance à affirmer beaucoup plus de caractère gustatif au niveau du fromage et va lui donner une capacité à se défendre aussi un petit peu sur le vieillissement, hein. Le thermisé, bah, vous êtes entre deux. Alors, c'est un lait où on va conserver mm, beaucoup de flore microbienne, mais bon, voilà, on va essayer d'éliminer celles qui sont responsables de la listeria en général. Les pasteurisés, pour le coup, est censé permettre justement d'éviter cette prolifération bactérienne. Alors, je dis est censé parce que pour avoir vécu plusieurs choses, on peut attraper la listeria avec le lait pasteurisé. Ça arrive. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes sur un lait pasteurisé que c'est gage de sécurité complète. Je pense notamment aux femmes enceintes. Voilà, il faut rester vigilant quand même sur tout ça. Le caillage, alors c'est vraiment l'étape qui va passer de l'état liquide à l'état solide et qui va aussi donner le caractère au fromage. L'empressurage, comme je vous ai expliqué, est réalisé avec différentes manières. Ça aussi, c'est dépendant de plusieurs critères, y compris la météo. Vous n'allez pas mettre la même quantité de présure si c'est un lait d'été ou un lait d'hiver, si vous êtes sur une période suffisamment arrosée comme on peut vivre actuellement en Normandie, ou alors que vous êtes plutôt au sec en Méditerranée. Voilà, tout ça sont des facteurs qu'on analyse, qu'on prend en considération quotidiennement et on se garde une petite marge de manœuvre pour jouer sur ces quantités de présure. Il faut avoir une sacrée dose d'expérience pour savoir en fonction du lait, en fonction de la météo, ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut pas mettre. C'est le professionnalisme, en fin de compte, du fromager fabricant qui va vraiment rentrer en jeu là aussi. 10 litres de lait, ça vous donne l'équivalent d'1 kilo de fromage humide, beaucoup moins quand c'est sec. Le cahier, il peut être travaillé de différentes manières. Alors ici, vous voyez, monsieur, fabrication d'un comté, il utilise une louche avec une fine grille qui va lui permettre de brasser le cahier et de former des morceaux quand même plus ou moins gros.
Sur d'autres fromages comme le Salaire, quand vous prenez un Salaire ou un Cantal jeune, la pâte est friable. En fin de compte, on a beaucoup de travail à la main et au fil. Alors souvent, ce sont des gros appareils comme vous pouvez voir en haut. C'est une cuve automatisée avec des fils comme des fils à couper le beurre. Ça vous permet de couper le caillé assez facilement. Le moulage et l'égouttage, ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans la réalisation du fromage. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus vous égouttez, plus vous arrivez sur des pâtes sèches. Et des fois, on n'a pas intérêt à ce que ça s'égoutte trop vite pour vraiment donner au fromage toute sa texture un peu grasse, un peu humide en bouche, voilà, un petit peu fraîche. Bon, bah, ça vient de là aussi. Alors, il y a beaucoup de techniques hein, pour l'égouttage, comme je vous ai expliqué. Voilà, on peut presser, on peut brasser, on peut chauffer. On peut, voilà, on peut lui donner beaucoup de différences qui va vraiment donner une vraie identité au fromage. Le salage et l'affinage, donc c'est la partie qui va être plus ou moins longue suivant le type de fromage que vous pouvez avoir. À minima, c'est 2 mois, mais on peut monter sur de l'affinage très long. Hein, 48 mois pour le compter, c'est exceptionnel et on y va. Si vous avez l'occasion, il faut manger. C'est que du bonheur. Et puis d'autres fromages italiens qui sont vraiment affinés beaucoup plus longtemps. Hein. Donc là, vous voyez une photo où justement on a cette étape de salage. Euh, L'affinage est lié aussi aux planches que vous allez utiliser, c'est-à-dire que dans l'AOP, dans l'AOC, on a des spécificités de bois à utiliser. Donc un pin raboté, non traité. Le Münster, c'est un pain qui va être brûlé. Ben voilà, on apporte du goût aussi, comme le vin avec le choix du tonneau. Et ben, le choix des planches pour les fromages leur apporte le caractère qu'on peut ressentir à la dégustation. Donc pendant cette étape d'affinage, les micro-organismes contenus dans le fromage vont se développer, vont agir, vont transformer ce lait caillé. Donc en général, on utilise des pièces fraîches qu'on appelle alloir ou cave. Euh, la texture du sol présent dans cette cave, les pierres utilisées pour la cave sont aussi des choses qui vont apporter du caractère euh, différent en fonction de chaque fromage. J'ai eu la chance de visiter à Salaire une ferme vraiment familiale. Monsieur avait 82 ans et j'avais été étonnée parce que sur son sol, dans la cave d'affinage, il y avait du pouzzolone, en fin de compte, au sol. Et il m'expliquait que ça lui permettait de régler l'hydrométrie des fromages beaucoup plus facilement. Donc, chacun utilise des techniques particulières sur les caves. Il faut savoir qu'une cave qui a affiné du fromage, elle va conserver toutes les bactéries, les levures, les moisissures sur ses murs. Et ça permet de remettre les caves en route. Alors, ça permet aussi d'avoir des problèmes quand on les gère pas correctement. Voilà, c'est un microcosme qu'il faut gérer de la bonne manière pour pas être embêté. J'ai des souvenirs de caves de mimolette où on sentait l'odeur de champignons à plein nez quand on y descendait, et ce qui donnait vraiment ce goût de noisette, en fin de compte, à la mimolette. C'est extra ce que tu nous dis. On a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a une cave par type de fromage? Demande Catherine. Oui, alors de plus en plus. Avant, non, on avait des grandes caves avec plusieurs pièces dedans où on pouvait stocker des fromages différents. Maintenant, de plus en plus. Alors, si on arrive sur de la grosse production, oui. Parce que bah, les fromages n'ont pas les mêmes besoins au niveau température, n'ont pas les mêmes besoins au niveau d'hydrométrie. Donc, on va trouver de plus en plus chez les fromagers détaillants, on s'équipe de caves réglées électroniquement, de chambres froides ventilées, avec une spécificité, un double brassage, pour coller au mieux vraiment au fromage qu'on veut formater. Oui. D'accord, merci. Il faut savoir que la température ambiante d'une cave d'affinage, c'est 8-16 degrés au maximum.
Voilà. Affinage. Après conservation, 4 degrés, 6 degrés. Si vous commercialisez, on n'a pas le droit de descendre, enfin, on n'a pas le droit de monter au-dessus. Le taux d'humidité, comme je vous ai dit, c'est important. Donc, on a des pierres aussi qui nous permettent, je pense notamment sur tout ce qui est roquefort, tout ça, de conserver une certaine humidité et voilà, de permettre l'affinage des fromages. La période d'affinage, c'est là aussi où on met en place tout le savoir du fromager fabricant. Voilà, comme les vins, vous avez un même cépage, mais vous allez avoir des maturations différentes et le fromage, on est exactement sur ça. Et quand vous avez suffisamment de palais, vous êtes en capacité de pouvoir identifier de quelle cave d'affinage ça peut sortir, parce qu'il y a des spécificités qui se notent vraiment en bouche. Faut en manger beaucoup, beaucoup, mais on y arrive. Oh, j'ai un bug sur mes photos. Je suis vraiment désolée. Moi, je vous avais mis beaucoup de sortes de fromages pour évoquer avec vous les différents types de pâtes. Donc, tout ce qui est pâtes fraîches, bah, c'est ce qu'on va consommer sur les périodes estivales ou alors automnales, le broccio, les fromages de chèvre, les petits fromages de brebis frais, fromage de vache aussi avec de l'ail et des fines herbes. Vous avez les pâtes pressées, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, qui, elles, donnent des comtés, de l'abondance, toutes ces pâtes serrées. Les pâtes molles à croûte fleurie, moi, le camembert, le brie, mais pas que. Et puis, les pâtes molles, croûte lavée, tout ce qui est maroilles, tout ce qui minster, tout ce qui est brossé au sel, à l'alcool, à la bière, voilà, croûte lavée. Voilà. Le Saint-Nectaire aussi en fait partie. Les pâtes dures, donc là aussi c'est pareil, on revient sur ce qui est parmesan, gouda, mimolette. Les pâtes persillées, donc tout ce qui s'entend et qui possède des traces de bleu, on dit persillé. Et puis les fromages fondus, donc je vous ai mis un petit clin d'œil de la vache qui rit parce que c'est une réalité. On a cette production de fromage industriel qui fait partie des types de pâtes de fromage fortement appréciées des enfants et de certains adultes. Donc table de français d'ailleurs. On va faire un rapide tour. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc là, vous avez un plateau de fromage qui est bien fourni, qui avait été commandé pour un anniversaire, euh, avec beaucoup de pâtes fleuries, puisque la personne qui me l'avait commandé apprécié énormément. Vous avez un beau morceau de brillat savarin avec de la truffe, petit fromage de chèvre aromatisé avec des pétales de fleurs. Vous avez un anglais tout en haut, le Shropshire Blue, qui a un cheddar persillé, mais qui est excellent. Donc actuellement, on recense à plus de 1200 fromages en France. Voilà. Donc, je vous ai mis une carte représentative des territoires des régions productrices de fromage. Donc, tout n'est pas recensé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de spécificités et que nous sommes de grands créateurs. Donc, il y a quand même beaucoup de nouveaux fromages qui sortent sur le marché. On bénéficie de trois appellations, l'appellation d'origine protégée, l'appellation d'origine contrôlée et les IGP, indications géographiques protégées. Actuellement, on a 46 fromages en AOP-AOC, 28 au lait de vache, 15 au lait de chèvre et 3 au lait de brebis. Il faut savoir qu'on est de plus en plus dans cette démarche d'aller chercher les AOP, les AOC et les IGP. Parce que la production de fromage française, elle s'est énormément exportée et donc on peut consommer du camembert qui n'est pas fabriqué en Normandie, donc qui n'a pas l'appellation camembert, mais voilà, qui y ressemble fortement. Donc les producteurs, les agriculteurs et les fromagers se battent pour qu'on puisse rentrer de plus en plus d'appellations
au niveau de la France et protéger notre patrimoine. Il faut savoir qu'au niveau de l'étranger, il y a 271 appellations. Il y en a 53 en Italie, 28 en Espagne et 21 en Grèce. Alors, ils sont aussi dans la même démarche que nous, c'est de vouloir protéger leur patrimoine et pas manger de la mozzarella belge quand on est en Italie. On va aborder les finances, tout ce que peut représenter le monde du fromage en France et à l'international. Donc en France, on consomme approximativement 30 kilos de fromage par personne et par an. Approximativement. Ils sont consommateurs beaucoup plus et moi j'en fais partie. Il faut savoir qu'en général, on met à peu près 18 € en moyenne dans un kilo de fromage à l'achat et que 95% des achats sont réalisés en grande distribution. Alors, je vous ai mis un petit panneau. Attention, oui, attention, on va en parler. Ça génère 2,4 millions de chiffre d'affaires en 2020 et c'est exponentiel en 4 ans. Je regardais les chiffres, voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Aujourd'hui, il y a 3200 fromagers crémiers indépendants. En 2011, lorsque nous avons eu envie de nous reconvertir avec mon ex-mari, nous étions de mémoire 217. Lorsque nous sommes allés porter notre projet financier pour ce magasin, la demande financière n'était pas énorme, c'était la moitié d'une voiture. On ne nous a pas octroyé le prêt parce que justement, on nous a pris pour des illuminés. En fin de compte, les fromageries, crèmeries, c'était tombé en fermeture. Les gens achetaient leur fromage en grande distribution, mais le mouvement était en route déjà depuis de nombreuses années où les fromagers s'étaient regroupés en coopératives, en syndicats, pour justement promouvoir les petites boutiques. C'est pour ça que j'attire votre attention sur la consommation en grande distribution. Alors, vous avez un panel de fromages, il y en a des très bien, mais rien ne vaut d'aller chercher la bonne information auprès du fromager détaillant qui va vous vendre le bon produit à la bonne période. Voilà, c'est Est-ce ça. que je peux intervenir Oui, en ce qui concerne les fromagers indépendants? oui, Je trouve que depuis quelque temps, il se passe deux choses. D'une part, on en voit de plus en plus qui s'ouvrent. Et oui. j'avais me demandé, en fait, si c'est pas des chaînes déguisées. Parce que ce que je constate, y compris sur des fromagers qui étaient qualitatifs et qui ne le deviennent plus, on est sur des fromages qui sont assez standardisés et en baisse de qualité. Ah, alors, quand vous êtes fromager détaillant, alors sauf si vous avez une grosse fromagerie avec plusieurs commerces, hein, il y en a hein, sur Paris ou d'autres agglomérations assez importantes. Quand vous êtes fromager détaillant, vous ne répondez qu'à votre sélection de fromage. Voilà, on a la main ouverte. Après, vous parlez de standardisation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour tirer son épingle du jeu, on était de plus en plus à essayer d'aller attraper ce qui était vendu en grande surface bah, pour pouvoir aussi récupérer une part de marché. Parce que vous avez vu, 95%, nous, en tant que petits fromagers, ça ne nous laissait pas grosse marge. Ça s'explique aussi que le pouvoir d'achat des grandes surfaces sur les centrales ou sur les producteurs ou sur les marchés tels que Rungis, mais ils n'ont pas du tout la même enveloppe d'achat et donc ils pèsent beaucoup plus dans la balance et ils arrivent à faire baisser les prix quand même de manière assez importante. Donc on est en déséquilibre quand on est petit fromager crémier face à la grande distribution. Donc ça s'explique, voilà, ce que vous dites aussi, la standardisation, c'est que la grande distribution nous a fait souvent de l'œil et est venue chercher les produits qu'on pouvait vendre en fromagerie indépendante. Moi, j'ai des souvenirs de fournisseurs que j'allais démarcher régulièrement qui étaient sollicités pour avoir des contrats grande distribution. Donc, dur, dur, Mais je dur, trouve, dur. même au niveau des coopératives laitières et des fruitières, des petites fruitières qu'il y avait, donc on connaît un peu ça dans le Doubs. Mhm. Donc les petites disparaissent, elles se concentrent et on a vraiment une baisse de qualité de production de comté, hein.
C'est Alors, difficile maintenant de trouver une ouais. coopérative qui sort un très bon comté. Oui, et en plus, vous parliez de standardisation, elle est d'autant plus présente que les techniques d'affinage du comté, il n'y a pas 36 000 caves d'affinage de comté. Donc, les fromages sont quasiment mis tous à la même pâte maintenant d'affinage. Ça aussi, on s'était battu à une certaine période pour pouvoir récupérer une facilité d'affinage qui nous est propre en tant que fromager détaillant. Mais il ne faut pas se voiler la face. Vous êtes sur un créneau qui est, vous l'avez bien vu, en fort développement, avec une demande qui est de plus en plus importante, hein. On se pose de plus en plus avec une planche de fromage ou de charcute quand on va boire un verre quelque part. Quand on reçoit des amis, bah, c'est un apéro dînatoire. Donc voilà, les choses font que les gros volumes qui sortent vont très certainement amener à une baisse de qualité. C'est pour ça qu'il faut être vigilant en tant qu'acheteur, d'oser demander de où ça vient, de où c'est affiné. Le fromager qui est vraiment investi dans ce qu'il va vous proposer, il est capable de vous répondre. Donc voilà, c'est l'une des démarches qu'il faut faire quand vous achetez quelque chose. D'accord, merci. De rien. Au niveau de la production française, en 2002, on était à presque 98 000 tonnes de fromage de chèvre, 60 000 de fromage de brebis et 1 720 000 de fromage de vache. La partie fromage de vache biologique est moindre parce que pas forcément développée. On sent que les choses se mettent en place, mais cette branche, elle est encore jeune au niveau des fromages. Mais moi, je suis convaincue que ça a de l'avenir parce que ce que les animaux mangent systématiquement arrive dans le lait, ça joue sur la qualité. Donc voilà, moi je pense que ça va se développer assez fortement. C'est ce que j'allais te demander, excuse-moi de t'interrompre. Le fromage biologique, donc ça vient de l'appellation biologique sur un fromage. En fait, ça va venir de la qualité de l'herbe. Est-ce que l'herbe qui va être consommée par l'animal doit être bio, c'est-à-dire cultivée, enfin, je sais Oui, pas, sans engrais, sans pesticides, sans oui, herbicides, c'est ça? oui, tout Et à fait. est-ce qu'il y a d'autres conditions pour qu'un fromage s'appelle bio? Est-ce que l'animal doit être, tu sais, bien traité, c'est-à-dire dehors? Est-ce qu'il doit voir le jour? Est-ce qu'il doit aller dans des pâturages spécifiques? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a tout ça? Alors, on a de plus en plus la filière laitière évolue aussi. Donc, sur la filière biologique, c'est vraiment les critères bio. Donc, oui, comme tu parlais, les engrais, les pesticides, à minima de ce qui est vraiment autorisé euh, et de manière raisonnée. Voilà. Le label AB, il va vraiment, en fromage, il va vraiment répondre au label AB des aliments lambda en fin de compte, hein. Il faut savoir aussi que sur certaines coopératives laitières, il y a déjà des engagements qui ont été signés sur la bientraitance, sur l'alimentation. Voilà, on est quand même assez respectueux à minima des conditions animales sur les moyennes exploitations, petites et moyennes exploitations. Alors, il y a quelque temps, il y a eu des grandes exploitations qui sont implantées, notamment, nous, on en a eu une à Abbeville, hein, la ferme aux 1000 vaches. Donc, je vous raconte pas la catastrophe Oui. sanitaire et écologique Et éthique et aussi, ouais. éthique, voilà, c'est ça, sur des animaux qui ne voient pas le jour, qui sont nourris par des robots, qui produisent du lait et qui naissent que pour ça, pour le coup, qui finissent après pour la viande. Mais ouais, ouais, ouais. Ah, voilà, ça aussi c'est pareil. C'est ce que je rejoins Catherine, on essaye de standardiser de plus en plus et je pense que c'est vraiment aux consommateurs, bah, comme pour le reste de l'alimentation, en fin de compte, d'aller chercher les informations et de privilégier les petites productions. Donc voilà, faut regarder ce qu'on achète. C'est Donc, important. ouais, donc là, tu es en train de dire, parce que moi, je réfléchis beaucoup à tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai enfin, quand j'achète du fromage en supermarché, et je me dis, avec ce que tu nous dis, est-ce que ça veut dire que si on va acheter le fromage chez un fromager, c'est automatiquement, ou alors pas du tout, gage de bientraitance pour l'animal? Pas forcément. Alors non, parce que
on n'a pas forcément, nous non plus, accès à toutes les informations. C'est-à-dire que si tu te mets dans la tête de devenir fromager détaillant, que tu vas à Rungis, que tu vas chercher le produit lambda que tout le monde consomme, et que derrière toi, tu n'as pas la démarche éthique de savoir comment c'est fait, comment c'est nourri, comment c'est affiné, tu n'as aucune garantie. En fin de compte, les centrales de vente de fromage, si tu n'as pas des passionnés à la tête, tu n'as pas ces infos-là, en fin de compte. Donc, voilà, tout va dépendre de ce que toi, tu as envie de donner. Nous, je sais qu'on était casse-pieds. Systématiquement, on se déplaçait. Moi, je voulais voir l'exploitation, je voulais savoir comment les vaches étaient nourries. Alors, pour 2 raisons. C'est que j'avais une démarche éthique du bien manger, de la bientraitance animale, mais aussi ça me permettait d'être sûre de la qualité du produit que moi je mettais dans mon rayonnage et que je vendais à mon client. C'est-à-dire que j'étais capable exactement de citer où les bêtes naissaient, ce qu'elles mangeaient, comment elles étaient rentrées. Enfin voilà, il y a eu un engagement. On était quand même beaucoup dans le milieu du fromage à avoir cette démarche qualitative. Ouais, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça Ouais. super. Ouais. C'est aussi de vous donner les bonnes informations en tant que consommateur. Voilà, souvent, moi, on arrive en plein été, c'est vrai, il fait beau, on a envie d'un peu de fraîcheur et on a envie de manger un chèvre frais. Ben non, votre chèvre frais, vous pouvez le manger qu'au mois de mars, au mois d'avril. Parce que quand vous mangez du chèvre frais en plein été, c'est que votre lait, il a été congelé. Donc voilà, la période de lactation des chèvres, c'est après la mise bas. La mise bas, c'est à partir du 15 février. Donc voilà, c'est aussi de vous donner les bonnes infos. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup. De rien. Donc on importe 458 000 tonnes, essentiellement des fromages suisses, italiens, espagnols, et on exporte 670 000 tonnes à peu près. Il faut savoir que le Japon est très friand des fromages français. Les valeurs d'exportation des fromages en 2022, je vous les ai sorties parce que voilà, ça vaut le coup quand même de regarder un petit peu où on se situe au niveau mondial. Je vais aborder les groupes laitiers dans le monde. Il faut savoir que le premier est suisse, c'est Nestlé. Nous avons la chance d'en avoir 2, Danone et Lactalis. Alors voilà, je me suis permise de vous mettre une carte un peu des fromages que Lactalis peut commercialiser. Je pense que tout le monde a entendu parler du groupe Lactalis, hein. Il y a quand même eu des choses un peu mouvementées sur les 10 dernières années. Donc voilà, pour vous donner une carte de ce qui est vendu en grande surface de ce groupe. Après, on a un groupe américain. Je ne sais pas si pour le coup Raymond le connaît et s'il peut nous en parler peut-être un petit peu plus dans le détail par la suite. Et puis, on a un groupe qui est suédois. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que ces groupes, notamment en France, fonctionnent sous coopérative. Donc, ils ramassent le lait, ils achètent le lait. Je regardais le cours du lait, on est à peu près à 450 € les 1000 litres d'achat actuellement. Lactalis a un vrai poids dans l'industrie fromagère et laitière. Donc, voilà, ça a un impact plus ou moins bon. On arrive sur nos VIP. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs distinctions en tant que fromager. Le meilleur ouvrier de France, donc on répond à un cahier des chartes, que ce soit en connaissance de fromage, en affinage, en découpage. Voilà, c'est vraiment assez pointu et tout le monde n'est pas meilleur ouvrier de France. Donc les gens qui y sont vraiment des pointures. Beaucoup à apprendre et une facilité à transmettre qui est super intéressante. Et je vois que c'est une femme qui s'appelle Catherome, qui est la première femme récompensée. C'est un joli C'est clin d'œil. ça. Alors, Madame Catherome, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois sur Paris. Elle a des boutiques parisiennes.
C'est une femme de fort caractère, avec un management de proximité sur ses équipes, mais qui est capable de t'accorder du temps si elle sent que tu es passionné ou dans le questionnement. Moi, j'ai passé 2 heures avec elle dans son magasin et on a appris énormément de choses. Ouais. On a la chance d'avoir des gens passionnés qui nous transmettent beaucoup. Je pense notamment à Monsieur Philippe Olivier sur Boulogne. J'avais eu l'occasion de rencontrer petite. D'ailleurs, je crois que je suis tombée amoureuse des fromages, je devais avoir 6-7 ans avec ses mimolettes. Et que j'ai eu par la suite occasion de rencontrer à plusieurs reprises et qui a transmis beaucoup, qui savait te passionner par ce qu'il avait à te raconter. C'était impressionnant. Donc voilà, jusqu'en 2022, on a eu pas mal de récompensés. Il faut savoir qu'on a un mondial du fromage. On a la chance de l'avoir régulièrement. On est récompensé de plusieurs manières. On y a un titre du champion du monde quand même. C'est à souligner. Et puis, il y a un concours qui est réalisé, concours de la lyre d'or, qui récompense la réalisation de plateaux sur des thèmes imposés et des épreuves de découpe et de portionnage. Il faut être capable de faire des portions de 250 grammes à la main levée. Donc, voilà. Si vous avez occasion, allez jeter un œil aussi. Voilà, parce que ça vaut le coup d'aller voir cette exposition et cette animation et ce qui est vraiment le monde du fromage. Là, ça vient de tous horizons, hein. Vous avez de l'international. J'ai eu l'occasion de goûter un fromage japonais bleu lavande. Pas de goût, mais bon, voilà, ça avait le mérite d'être là, hein. Il faut savoir que on récompense les producteurs et les fabricants au Salon de l'agriculture. Donc, au concours général agricole, vous avez différentes médailles. On a beaucoup de produits qui sont primés. On en a eu pas mal aussi cette année. Donc, petite production et grosse production. On nous demande quelle est la différence de fabrication entre un fromage et un yaourt. Oh, alors le ferment. Le ferment. Tout est question de ferment. Le yaourt, vous ensemencez avec une fleur microbienne et vous le faites légèrement monter en température pour que ça se développe, que ça solidifie votre fromage. Le fromage, on n'est pas du tout sur ça. On va vraiment chercher, en fin de compte, à faire tourner le lait pour le coup. Donc, vous êtes pas du tout, on n'est pas du tout sur les mêmes process de fabrication. Le yaourt va avoir tendance à se rapprocher du fromage frais, suivant les ferments et ce qu'on peut mettre comme souche microbienne. Ah, le plateau pour les nuls. Je vous donne juste des astuces de base. Voilà. On prévoit 50 à 80 grammes par personne, sauf si vous savez que vous avez des gros mangeurs, là, vous pouvez monter à 100 grammes. Voilà. 4 sortes à minima. Une pâte molle, camembert, brie, brie à Savarin, maroilles, master, une pâte pressée, un comté, un emmental, de l'abondance, voilà, un gruyère, voilà, un fromage un peu plus serré. Un persillé, alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut à minima en présenter un petit peu. Et un fromage de chèvre. Ça, c'est vraiment la base. Après, vous pouvez vous permettre tout et n'importe quoi. C'est surtout bien penser à sortir votre plateau. Alors moi, je le monte de préférence sur une ardoise parce que ça va vous permettre de garder l'humidité. Si vous mettez un bois ou un osier, on peut avoir un transfert de tanin suivant le bois qui est utilisé pour le plateau. Ou alors, si vous souhaitez un bois, préférez l'olivier. C'est quelque chose qui va vraiment être le plus neutre possible. En général, quand je réalise un repas, les recommandations que je donnais aux clients que j'avais, voilà, c'était ben, vous avez fini l'apéritif, vous débutez l'entrée, est-ce que vous avez une entrée ou pas d'entrée? Ben, si vous avez une entrée, lorsque vous avez terminé votre entrée, vous sortez votre plateau de fromage. Les fromages ont besoin de remonter de la température de votre frigo sur une température de dégustation. 1 heure et demie avant, on est bien. Voilà. Ça vous permet d'avoir un comté qui va être fondant en bouche et qui va être facile à découper. Ça va vous permettre d'avoir une pâte fleurie
qui va exprimer tout le goût justement de cette croûte fleurie, avec les saveurs un petit peu de noisettes, un petit peu de champignons, suivant ce que vous avez acheté. Mais voilà, il faut vraiment penser à le sortir avant. C'est primordial. Est-ce que le fait de mélanger, tu nous as montré quelques photos sur lesquelles tous les fromages, tu sais, coupés étaient mélangés les uns sur les autres, etc. Est-ce que le fait que alors visuellement c'est magnifique, mais est-ce Oui. que ça peut altérer ou masquer le goût de certains fromages qui seraient plus doux ou plus forts que d'autres? Tout à fait. Alors, tu vois, la boîte que j'avais présentée avec tous les fromages coupés, c'était pour un apéro dînatoire. Et Mhm. systématiquement, on commence par le fromage le plus doux Mhm. et le moins odorant. Comme ça permet, d'avoir une ronde des saveurs. On va monter, voilà, sur des saveurs qui vont être un peu plus soutenues, au fur et à mesure. Mais c'est toujours bon de savoir. C'est pareil si vous recevez, quelqu'un qui n'apprécie pas trop le fromage, essayez de choisir des saveurs plutôt neutres. Alors sur les pâtes pressées, c'est pas compliqué. Plus vous prenez jeune, moins vous avez, de goût, moins ça va s'exprimer en caractère. Alors, c'est pas de goût, je m'exprime mal pour le coup. Vous pouvez avoir un emmental jeune avec un lait, donc lait d'été, lait d'hiver, ça aussi, ça a des spécificités, qui va qui va avoir des saveurs, mais qui sera pas fort. Vous pouvez avoir un comté, de 48 mois d'affinage, où là, voilà, c'est comme un Bourgogne, hein, c'est charpenté. Ça va se poser, ça va vous remplir la bouche, voilà, c'est assez, terreux ou alors ça va être, plus vers la noisette, alors qu'un fromage jaune, ça va être plus vers le beurre, plus vers la crème. Vous allez avoir des notes un peu plus vertes en bouche, voilà. Donc il faut y penser. Mais oui, ça se mélange. Ça, si tu fais du découpage comme ça, ou alors il faut mettre des styles de pâtes qui s'assemblent bien. Moi, en général, j'assemblais de la pâte fleurie, du gouda, la fameuse tome aux fleurs, parce que c'était un basique de mes plateaux. Mais oui, là Parce que moi, aussi, quand on réalise le plateau, c'est bien penser à écarter vos fromages. C'est oui, c'est ça, important. c'est ce que je fais toujours justement de tout séparer et comme je voyais sur tes photos que tout était mélangé, je me suis dit: «Ah, c'est pas l'idée que j'avais, en tête», mais en fait si, il faut vraiment essayer de séparer. Oui, il faut Ouais. vraiment séparer. Ouais. Mmh. D'accord. Alors, ça a d'autres raisons, c'est que ton plateau, si tu finis pas de le consommer, tu vas le remettre au frigo. Mmh. Si ton fromage persillé et tes bleus ont touché, tes brie, les bries en 2 Mmh. jours sont Mmh. bleus. Donc, Ouais. voilà, tu vas avoir une contamination. C'est pour ça aussi qu'on recommande à minima de mettre 2 couteaux sur le plateau, 3 si tu veux être un peu puriste, c'est mieux. Tu coupes pas les pâtes dures avec, un couteau à pâte fleurie, voilà. Il y a aussi des spécificités, sur la coutellerie qui font qu'on a un couteau par sorte de fromage. D'accord, merci. Voilà. Un couteau pour le parmesan, qui ressemble un peu à un burin parce que tu as besoin justement d'aller taper tellement que c'est serré. Là, Mmh. je vous ai mis un couteau à brie avec, toutes ces petites ouvertures, ça lui permet de pas accrocher, à la pâte coulante du brie quand vous coupez en fin de compte. Ça lui laisse suffisamment d'air pour bouger. Voilà. Donc dans la réalisation de votre plateau et ben, c'est aussi de garder en tête que vous allez toujours consommer, le fromage le plus doux au plus fort. Voilà et en général, on termine par le bleu, aussi parce que souvent les pâtes persillées, elles viennent vous remplir la bouche et après, vous pouvez manger un morceau de comté derrière, vous savez pas ce qu'il va être capable de vous donner dans de bonnes conditions. Pour les intolérants ou les sensibles, il y a pas mal de fromages qu'on peut consommer, quand même, tout ce qui, vient de Hollande, parce que le processus de fabrication, on dit que c'est un lait prédigéré. En fin de compte, ils ont une étape, dans la fabrication, qui permet au lactose d'être quasiment, dégradé et donc ces fromages-là, bah, permettent, aux personnes sensibles au lactose, de pouvoir, bah, de pouvoir prendre plaisir, aussi. Voilà. Et ben, je vous rends la parole. J'espère pas trop vous avoir abîmé les oreilles.
Merci infiniment, Céline, c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai adoré. Et je voulais te poser une petite question, justement, en tant que grande professionnelle en la matière. Quels sont toi, ou quel est toi tes fromages? Parce que je sais que tu es originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc je me dis Mm. maroilles. Après, je sais que tu habites en Normandie, donc le cliché camembert. Mais je me dis, toi, avec l'expérience que tu as, quel serait, par exemple, ton top 3 des fromages pour ton palais que toi, en tant que connaisseuse, tu préfères? Alors, moi, je suis infidèle à la France. Et- Moi, tu me donnes du Caciocavallo fumé. Voilà, je suis au paradis. C'est un et- fromage un peu caoutchouteux, mais j'aime ce goût de fumée. Je le retrouve un petit peu dans le Brézin, qui est un fromage qu'on peut mettre en raclette aussi. Le raisin, c'est un fromage qui est affiné dans les fumoirs de la saucisse de Morteau, donc ça a du goût. J'aime le Shropshire Blue, l'Angleterre, ce qui est une pâte persillée, un cheddar qui est gras et qui me plaît bien. Alors déjà parce qu'il est orange, c'est un ovni, hein, quand vous le mettez sur les plateaux, ça fait un effet fou. Et le top 3, alors je suis partagée, tu sais que j'aime la tome aux fleurs. Voilà, je suis amoureuse de ce fromage, la tome aux fleurs d'Autriche, mais je peux pas décider entre la truffe de Ventadour qui est réalisée par mon ami Fabrice, qui est un fromage de chèvre qui est juste fabuleux, qu'il soit jeune ou super sec. Voilà, mon top 3 à moi, c'est celui-là. Je fais pas honneur à ma région d'adoption ni à ma région de naissance, désolée. Et là, comme c'est enregistré, t'es fichu parce que les gens vont C'est le voir. fichu. Et si tu devais choisir un fromage français, par exemple, tu prendrais lequel? Oh, c'est dur. Le Bria Savarin. Mhm. Voilà, triple crème, donc 80, plus de 80% de matière grasse, mais alors qu'est-ce que c'est bon? D'accord, merci. Et dans le chat, Béatrice, tu peux prendre la parole, hein, pour poser ta question. Ok, si j'arrive, moi c'est tout bon. Vous m'entendez? Oui. Oui, Ok, oui, je voulais savoir comment on fait pour trouver la liste des 48 AOC, AOP, IGP si on veut privilégier ceux-ci, alors, justement quand on fait nos achats. Est-ce qu'il il y a une il liste? suffit de taper fromage AOP français. Vous allez arriver sur le site des fromages, fromageries, laiteries françaises et on vous donne la liste complète par région. En plus, c'est bien détaillé. Mais éventuellement, je transmettrai le lien à Agnès post-conférence, comme ça, vous pourrez avoir les infos. Ok, cool. Merci beaucoup. De rien. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être pas tout de suite, mais on pourrait peut-être sortir du partage d'écran, puisque Ouais. Je continue d'enregistrer parce que je me dis que les questions peuvent intéresser les gens qui regarderont Mhm. la conférence a posteriori. Une brune, Oui, une bleue. bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions au sujet des ferments, puisqu'ils ont un rôle important, il en existe des différents, donc comment sont faits les choix, comment ils sont, quelles sont les origines, enfin, voilà, est-ce qu'on va avoir plus d'informations à ce niveau-là? Alors, c'est vraiment propre à chaque fabrication de fromage. Il y en a qui préfèrent la présure chèvre, vache. Ça, c'est vraiment dans leur cahier des charges. Ce sont des présures qu'on peut acheter aussi, nous, en tant que particulier, au niveau d'une pharmacie, si vous souhaitez faire du fromage maison, parce que ça, c'est toujours possible. Voilà, ça répond vraiment à un choix du fabricant, de ce qu'il a envie de donner au fromage. On a des présures végétales qui apparaissent parce que on est de plus en plus aussi dans une démarche éthique. Et il faut savoir que la présure animale, on va la chercher dans le quatrième estomac des ruminants. Donc, bon, voilà. Euh, donc, il y a des présures végétales qui arrivent sur le marché, qu'on est en train d'apprivoiser pour pouvoir avoir des résultats identiques à l'animal. Et les ferments lactiques, eh ben, en fin de compte, chaque spécificité de la bactérie fait qu'elle va dégrader d'une certaine manière le lactose et les autres sucres contenus. Donc voilà, ça c'est aussi dans les cahiers des charges. Et puis
ça a été appris sur le tas lors de la réalisation des fabrications. Ce sont des secrets bien gardés aussi des fois. Merci. Emeline, je crois que tu voulais prendre la parole. Merci. Oui, à propos de pour les gens qui ont de l'intolérance, au lactose, c'est Oui, courant quand même et oui, puis, j'entends des informations intéressantes. Par exemple, je ne savais pas que les fromages hollandais, moi j'habitais tout près longtemps en Belgique, avaient, un procédé particulier de fabrication et que donc c'était plus tolérable, si on peut dire, plus oui, digeste. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est simplement la façon dont oui, ils transforment le lait qui produit cet effet-là, qui atténue finalement l'effet du lactose. C'est quand même tout à fait. intéressant. Alors moi, j'ai Et, été énormément concernée par ça, parce que j'ai mon dernier fils qui est intolérant au lactose et pas à oui, petite dose. Et donc, fils de fromager, je vous raconte pas son calvaire quand on bien rentrait au sûr. soir à la maison. Oui, oui. C'était la misère. Donc voilà, j'ai pris le problème à bras-le-corps et j'ai commencé à trouver des solutions. Et en discutant avec les clients qu'on avait, il y en avait quand même énormément d'intolérants Mhm. au lactose. Une piste avait été évoquée par le biais de l'alimentation des animaux pour lesquels on prélevait le lait, notamment le blé. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches et en fin de compte, j'avais un représentant hollandais, François, qui venait me vendre du gouda extra vieux et je lui dis: «Oh, galère à la maison avec Clément. Mais il me dit: «Non, non», il dit: «Tu ça, tu vas voir, on a une manière de fabriquer qui fait que, la tolérance, est là, en fin de compte». Et donc on a testé. Alors bien sûr, il faut pas en manger, 30 kilogrammes, mais Ah voilà, oui, si mais vous ça, avez envie de vous faire un petit peu plaisir, ah voilà, oui, c'est surtout que possible. j'aime beaucoup ça, le gouda, ça, Ouais. c'est pas de problème. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Dans ma jeunesse, j'en ai mangé beaucoup, mais là, à un moment donné, je ne pouvais plus. Là, on Mmh. élimine un peu tout quand on ne connaît pas ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, quelqu'un m'a dit qu'il y avait comment on dit ça, une race de vache, je pense, qui est élevée beaucoup en France, peut-être ailleurs, qui produisait un lait beaucoup plus tolérable pour les personnes sensibles. Alors ça, je connais pas ça. Je me demande un peu si c'est vrai, puis si ça fait une différence dans certains fromages. Alors, de toute façon, au niveau de l'alimentation, qu'elle soit industrielle, semi-industrielle ou alors, voilà, plus «traditionnelle» entre guillemets, on est en recherche de solutions, sur l'allergie. Et oui, Mhm. j'ai aussi, alors, je me suis pas documentée là-dessus, mais j'ai aussi entendu, cette piste, bovine, qui serait, plus ou moins, tolérée, justement au niveau, du lait. Ouais, ouais. Oui, c'est curieux. Donc, c'est pas nécessairement quelque... C'est peut-être depuis longtemps, mais on n'a pas fait la différence, ou bien c'est nouveau. Peut-être qu'on est un peu plus vigilant à ces problématiques-là Oui. maintenant et qu'on cherche des pistes aussi, pour améliorer Mhm. le quotidien, oui. Mmh. De C'est toute façon, intéressant parce que, oui, pardon, je pense que ça doit exister en France en effet. Il y a des personnes, c'était une personne qui vit ici mais qui était allée en France un temps, qui est diététiste, donc qui s'intéressait au sujet, qui m'a dit ça. Et alors, il n'y en a pas ici, mais je trouve déjà, des fois quand je vais en Europe et en France en particulier, il me semble que le lait ou certains produits comme ça, en effet, juste sans savoir rien, sont meilleurs, puis qu'on a l'impression qu'ils sont moins, bon, on peut mieux les tolérer. Mais c'est curieux. mmh. Allez A savoir à quoi c'est dû, hein, mais Après, chaque race de vache va produire une qualité de lait différente. mais Je oui. pense encore au Cantal et au Salaire. Les Salaires, c'est une race de vache qui produit très peu de lait. Donc, en général, ça peut être couplé avec du lait de Primolstein. Et cette race de vache-là, elle produit un lait très gras, donc très Hmm. riche. Voilà. Donc, oui, je pense que chaque vache a sa spécificité de lactation. Et du coup, ça lui permet d'avoir un lait, plus ou moins, toléré ou pas, ouais. Mhm. Ouais, Merci. Alors, je pense qu'on